La France accueille demain une nouvelle conférence de soutien à l'Ukraine. L'objectif, c'est d'aider les Ukrainiens à passer le cap de l'hiver et à préparer la reconstruction d'un pays exsangue. Et puis il y a cette question qui revient ces derniers jours dans le débat public. Où sont partis exactement les 12 milliards d'euros déjà récoltés? On en parle avec François Grunewald. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur de la veille et de l'anticipation du groupe URD, Urgence Réhabilitation Développement. François Dupaquier, bienvenue à vous également. Vous êtes le président de l'organisation non gouvernementale Save, de vous apporter un soutien aux volontaires ukrainiens. Et à vos côtés, Nathalie Schrin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes franco-ukrainienne, membre de plusieurs associations en solidarité avec le peuple ukrainien, notamment Femmes ukrainiennes en France. François Grunewald, je le disais, 12 milliards d'euros, dit-on, ont été donnés par la communauté internationale pour répondre à la crise humanitaire en Ukraine. D'abord, est-ce que ce chiffre est vrai? Est-ce qu'il est juste? Et comment cet argent est-il utilisé? Alors, je ne sais pas exactement s'il est vrai et juste. Je sais qu'il y a des sommes qui passent par des canaux divers. Il y a les aides bilatérales qui vont directement au budget du gouvernement ukrainien. Il y a l'aide humanitaire qui passe par les Nations Unies et par les ONG. Autour de ça, on a des éléments un peu clairs au niveau du Financial Tracking Service de OCHA, qui sait ce que les États donnent aux Nations Unies pour l'aide humanitaire. Mais on ne connaît pas qu'est-ce que la diaspora donne, et c'est énorme. On ne connaît pas non plus ce que le public donne aux ONG. Donc il y a des tas de trous dans la raquette. Donc je ne sais pas comment ce chiffre a été calculé, mais en tout cas, on sait qu'il y a des sommes très importantes qui sont dans l'air. Et on se posera évidemment la question, et nous, en tout cas observateurs, évaluateurs de terrain, on se pose la question de comment tout cela filtre-t-il jusqu'aux populations. Ouais, mais justement, c'est la question de ce grand angle. Comment les associations locales, les bénévoles perçoivent et peuvent aider les civils dans ce conflit? François Dupaquier, 12 milliards, je la pose parce que vous, la réponse, elle est plutôt négative. Vous ne croyez pas à ce chiffre de 12 milliards? Et on ajoute que seulement 0,3%, selon des études, sont allés aux associations locales. Oui, alors, moi, ce chiffre, de la même manière, ce que je sais, et François vient de le dire, c'est que je sais déjà que sur ce qu'ont déclaré les Nations Unies, alloué aux agences elles-mêmes des Nations Unies, aux ONG internationales, aux ONG locales, effectivement, 0,37 exactement de ces 3,7 milliards ont été alloués aux ONG locales. Alors bien sûr, cette aide transite aussi via ces ONG internationales, mais elles arrivent dans les mains finalement des Ukrainiennes sous forme d'aide directe, c'est-à-dire de soutien aux populations. Et on se retrouve dans une situation où depuis 9 mois, 10 mois, les Ukrainiens en première ligne, la société civile ukrainienne, les groupes de volontaires, les ONG locales font 90% de l'aide, fournissent 90% de l'aide humanitaire, et que ces 90% de ces 3,7 milliards sont alloués à des ONG internationales, à des agences des Nations Unies, et transitent finalement relativement peu par ces ONG nationales qui font le travail. Alors à quoi il sert cet argent puisqu'il ne transite pas par les associations locales? Qu'est-ce qu'elles font les ONG avec? Ça, c'est la question qu'on pose. On pense simplement qu'aujourd'hui, il y a une remise en question certainement de la redistribution. Elle est très très importante, et elle est importante parce qu'aujourd'hui, finalement, on se retrouve dans un État, ou en tout cas avec une société civile non faillie, qui met en œuvre ce travail avec ou sans la communauté internationale. Et là, il faut saluer toute la diaspora. C'est depuis 8 mois, 9 mois, 10 mois, la solidarité internationale, la diaspora, qui a amené cette aide aux volontaires ukrainiens et qui la délivre. Justement, puisque vous regardiez votre voisine Nathalie Schrin, vous faites partie de cette diaspora. Vous, concrètement, comment faites-vous pour venir en aide au peuple ukrainien? Vous agissez directement avec des associations locales? Alors oui, bien sûr, on a nos réseaux, mais en fait, ce que je voulais souligner, c'est que c'est pas 9 mois ou 10 mois de guerre, c'est que nous, ça fait 9 ans qu'on est en guerre, et ça fait 9 ans qu'on a créé nos associations. Au départ, c'est parce qu'il n'y avait rien, justement, pour aider les volontaires qui allaient se battre sur la zone de front. En fait, ils sont partis avec des baskets et des fusils de chasse, donc il fallait, la première des urgences, pour nous, c'était équiper les soldats sur le front, leur donner la nourriture, ne serait-ce que des uniformes, etc. Donc ça a été notre premier contact avec la guerre. Et puis après, il a fallu organiser aussi les hôpitaux, chercher des médicaments, l'équipement, etc. Parce qu'il faut se rappeler que l'Ukraine a connu 70 ans de communisme. Elle a connu des difficultés pour se recréer, etc. Elle avait réussi à développer son économie, etc. Ça allait beaucoup mieux. Et tout s'est effondré. Tout s'est effondré. Quelle est la situation la plus urgente? Aujourd'hui, on parle beaucoup, vous le savez, dans l'actualité de Bakhmout, notamment, qui est quasiment rasée.
Certains habitants sont restés, même si la ville s'est vidée. Quelles sont vos informations sur la situation humanitaire? Justement, j'étais avec mon association à travers l'Europe. Moi, je fais partie de plusieurs associations humanitaires, dont à travers l'Europe. Et là, on va envoyer des bandages, des antiseptiques, tout ce qui est pour les opérations, en fait. On a besoin des surblouses, on a besoin du petit matériel, des aiguilles, tout ce qui est possible d'envoyer. Et donc ça part avec nos réseaux, et on a nos volontaires, nos amis, en fait, nos familles. Ces soldats-là font partie de nos familles. Oui. Donc c'est aussi important de sauver les populations sur place que les soldats. Est-ce que vous regrettez, juste avant de passer la parole à François Grunewald, est-ce que vous regrettez que les assurances locales n'aient pas plus d'argent, de ces grosses sommes dont on parle? Bien sûr que nous, l'argent qu'on aurait en numéraire nous permet en fait d'affréter des camions, surtout parce qu'on a des dons en nature, souvent d'autres associations portugaises par exemple. On a des associations qui viennent nous aider en nature, mais aussi on a besoin d'affréter des camions, de payer l'essence tout simplement, ou d'acheter du matériel spécifique. Ouais. François Grunewald, vous êtes un expert, si on peut dire, de l'aide humanitaire. 3 livres ici, Villes afghanes, défis urbains, entre urgence et développement, Villes en guerre et guerres en ville. Qu'est-ce que ce conflit a changé pour l'aide humanitaire et pour les bénévoles sur place? Est-ce qu'il y a une spécificité du conflit ukrainien s'agissant de l'aide humanitaire? Alors c'est intéressant parce que je pars dans les Balkans jeudi, et on se retrouve finalement dans un conflit qui nous ramène aux mauvaises heures de Sarajevo, que la nouvelle génération d'humanitaires ne connaît pas. Le froid l'hiver. Le froid, les États très structurés. Conflits... En Syrie, il faisait froid aussi. Oui, mais pas de l'intensité. Et puis, alors pareil qu'en Syrie, moi j'étais à Alep sous les bombes, la problématique du conflit urbain, qui ont des caractéristiques particulières. Alors en fait, on se retrouve avec un mécanisme international, avec les ONG internationales, les Nations Unies, les bailleurs, et les mairies, les groupes de volontaires ukrainiens, évidemment le gouvernement central. Et en fait, c'est 2 cercles de roues qui ont un mal fou à connecter. Et alors, quand on est face à des problématiques de guerre en ville... Ouais, donc il manque une connexion avec la société civile, vous nous dites. Il manque des connexions avec la société civile, il manque des connexions avec les mairies, parce qu'une grande partie des services urbains ne peuvent pas être gérés par les ONG. C'est le travail des sociétés, des organismes municipaux, de gérer le chauffage en ville, l'eau en ville. En zone rurale, c'est un peu différent. Quand il y en a, oui. On parle de bénévoles, on est bien d'accord, on ne parle pas de professionnels de l'humanitaire. Donc ces bénévoles, eux aussi ils ont froid, eux aussi ils ont faim. Oui, voilà, on est vraiment dans cette situation. C'est marrant que vous parliez de la Syrie, parce que moi j'ai aussi beaucoup travaillé sur la Syrie, et je pense qu'on a failli sur la Syrie, notamment sur le soutien à cette société civile. Notamment les humanitaires face aussi à l'organisation de ces volontaires qui existaient sur cette crise syrienne. Aujourd'hui, on a la possibilité sur cette crise ukrainienne de penser un peu autrement l'aide humanitaire. Et on espère que notre voix d'ailleurs sera entendue demain lors de cette conférence sur la reconstruction. Parce que nous travaillons effectivement avec des gens qui savent, qui connaissent le terrain, qui mettent en œuvre et qui aujourd'hui se retrouvent avec cette petite, justement à cause aussi peut-être de ce problème de répartition des fonds. Nos volontaires sont en première ligne, ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité. Le soir, j'avais encore une vidéo sur mon téléphone de nos volontaires qui montraient comment ils chauffaient à la bougie leur café le soir. Donc on se retrouve à avoir des volontaires qui distribuent l'aide, mais qu'on ne supporte pas sur leurs moyens de subsistance, sur leurs moyens logistiques, sur leur capacité aussi à se construire sur la durée. Non pas à se construire de manière certainement à faire les mêmes erreurs que l'aide humanitaire a pu le faire. Je pense qu'on se remet souvent en question. Il y a des choses très bien. Donc si demain on annonce encore des milliards, vous ne serez pas forcément heureux. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? Je pense qu'il faut continuer à supporter cette population. Nous-mêmes, nous ne pensions pas qu'on nous allions nous retrouver à distribuer du pain et de l'eau potable au milieu de l'Europe. C'est certain. Les besoins sont absolument immenses. En hiver, en ce moment, ils sont encore plus grands. On se retrouve dans des situations où l'analyse des besoins est simple. On se retrouve avec des populations extrêmement isolées. Nous, on fait de l'évacuation. J'étais moi-même à Bakhmout il y a quelques semaines. On évacue des civils, on évacue près de 1500 civils par mois, on distribue du pain, de l'eau, des produits d'hygiène. On est dans une situation de crise humanitaire absolument terrible, extrêmement grave, extrêmement violente, avec des populations terriblement faibles, terriblement vulnérables, et des volontaires qui ne sont pas suffisamment soutenus. Donc qu'est-ce qu'on attend de cette conférence? C'est déjà qu'on puisse aussi entendre la voix des volontaires. Je ne sais pas si demain, nous, on entendra notre voix, on l'espère en tout cas, de dire qu'il faut essayer de voir comment essayer de rétablir un petit peu la balance pour que cette aide humanitaire, elle puisse aussi supporter dans la durée aussi la paix à venir. Parce que sans cette société civile ukrainienne qui fait tout ce travail, il n'y aura pas de paix demain, peu importe les conséquences de ce conflit, ça sera difficile. Nathalie Schrin, sur cet événement demain, vous allez le suivre de près.
Oui, oui, bien sûr. Je voulais ajouter que nous, associations, on est pratiquement tous des volontaires. Depuis 9 ans, on a créé les associations humanitaires dans l'urgence et il y a pratiquement personne qui... Mais votre travail passe sous les radars, en fait, on pourrait dire. Oui, bien sûr. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a créé ça de A à Z. Donc, on n'y connaissait rien du tout. On est allé voir les hôpitaux, on est allé voir, on s'est formé même pour acheter les uniformes, etc. Enfin, pour nous, en plus, c'est vraiment à souligner, c'est qu'un soldat ou un civil, pour nous, c'est la même chose parce que c'est notre peuple, c'est nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. Pour nous, ça a aucun... Il n'y a pas de différence à faire pour... Pour vous, non. En droit humanitaire, oui. C'est ça. Nous, de la même manière, on ne travaille pas avec les forces armées. On travaille que sur les populations. Mais vous avez le mérite de le dire. Et je voulais aussi souligner que les soldats, quand ils libèrent des zones occupées, ils viennent aussi avec de la nourriture et c'est les premiers à donner de la nourriture aux habitants. Donc ça aussi, les militaires essaient de faire de... Le mot de la fin pour vous, en une petite minute. Voilà, nous, ce qu'on attendrait de la conférence de demain, c'est peut-être 2 choses clés. Un, qu'il y ait des fonds qui soient vraiment ciblés pour soutenir les acteurs de la société civile ukrainienne et qu'on arrête d'arriver avec nos modèles qui veulent les faire nous ressembler. Ils sont capables d'avoir leur identité propre. Et deuxièmement, des fonds spécialement dédiés pour soutenir les municipalités ukrainiennes qui sont au cœur de l'organisation de l'hiver, comment on transforme le métro de Kharkiv. Et qui ont joué un rôle important au début de l'invasion russe. Qui ont joué un rôle absolument fondamental. Et puis peut-être qu'on garde dans l'écran radar la continuation des efforts qui ont déjà été faits et compris par la France, de préparer ce que sera le grand procès post-guerre, en continuant à accumuler des preuves des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Merci François Grunewald, merci François Dupaquier et Nathalie Schrin pour votre éclairage ce soir, donc à la veille de cette conférence à Paris pour l'Ukraine.